Salut, tu veux créer ton site web mais tu ne sais pas par où commencer? Eh bien pas de panique, tu es sur la bonne vidéo. Ça veut dire que tu veux créer un site WordPress et dans cette vidéo je vais te montrer étape par étape comment procéder. On va passer de l'hébergement, nom de domaine, personnalisation, maintenance, sécurité. On va tout aborder et puis si tu veux plus de détails, j'ai une formation en ligne et des ateliers pour pouvoir t'accompagner sur la création de ton propre site web. Allez, c'est parti. Eh bien tout d'abord, si tu as choisi WordPress, bravo, parce que effectivement c'est un excellent choix parmi tous les CMS proposés sur le marché. Un CMS, c'est un système de gestion des contenus, un CMS, Content Management System, il en existe d'autres, Joomla, Spip, Dotclear et j'en passe. Et WordPress, c'est le plus répandu sur Internet. À ce jour, c'est 43% des sites web qui utilisent un CMS sont propulsés par WordPress. Donc pourquoi c'est si populaire? Eh bien parce que d'abord, il est accessible, et je parle vraiment d'accessibilité. Je parle de popularité parce qu'il y a une énorme communauté, donc il y a toujours moyen de trouver des formations, des vidéos, une communauté pour t'aider. C'est un projet qui est open source, ça veut dire que tout le monde peut contribuer, qu'il n'appartient à personne normalement, et puis il est flexible, puissant, performant, et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec, du simple blog au site e-commerce en passant par des multisites pour de grosses entreprises. Pour commencer, il va te falloir un hébergement. Alors oui, pour que ton site soit visible par tout le monde, par le monde entier, il va falloir que ton site soit déposé sur un hébergeur, sur un serveur qui va être accessible sur tous les internets. Tu peux tout de même créer un site WordPress sur ton ordinateur en local. Pour ça, je te conseille d'utiliser Local by Flywheel qui te permettra de gérer des serveurs sur ton ordinateur très simplement avec simplement des clics. Il n'y a pas besoin de connaître du code ou quoi que ce soit. Tu vas pouvoir choisir tes WordPress, les cloner, faire tous les tests que tu veux et quand tu seras prêt, eh bien il faudra l'exporter. Tu peux également, si c'est simplement pour tester WordPress, utiliser WordPress Playground qui ouvre WordPress dans un onglet de ton ordinateur et puis tu fais tous les tests que tu veux. Tu peux même tester d'autres versions de WordPress, tester des extensions et puis quand tu as terminé, tu fermes ton onglet et il n'y a plus de site. Donc c'est vraiment un bac à sable pour s'entraîner. On passe maintenant aux hébergeurs professionnels. Eh bien, il y en a une multitude, je n'ai pas forcément un à te conseiller. Tu vas faire un choix en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, ça va être le tarif, évidemment, c'est le nerf de la guerre et donc tous se battent pour offrir la meilleure offre possible. Bien qu'actuellement tous les tarifs augmentent chez tous les hébergeurs, c'est une tendance assez générale, mais tu peux t'en sortir pour à peu près 8 € par mois pour un hébergement qui suffira à héberger ton site WordPress. Alors je peux citer comme ça OVH, O2Suite, Yonos, Hostinger, voilà, et tu pourras même par exemple chez Planet Hoster avoir un hébergement gratuit. Oui, j'ai bien dit gratuit. Alors attention, les performances sont très limitées, c'est un tout petit serveur et tu pourras pas faire de e-commerce dessus ni avoir de grosses performances, mais pour tester et avoir ton premier blog, portfolio ou ton CV en ligne, c'est tout à fait suffisant et on regardera ça ensemble. Il y a d'autres critères, évidemment, la performance dont je parlais, donc plus tu vas payer, généralement plus ton serveur va être performant, mais il y a également, et ça c'est très important, l'éco-responsabilité. Choisir un hébergeur éco-responsable, eh bien c'est une démarche générale que tu peux faire pour avoir un site qui consomme moins d'énergie, moins d'eau. Pour cela, je te conseille par exemple Data Campus, ou Ostera, voilà, qui ont une éthique et qui vont faire en sorte que leur serveur soit refroidi de manière assez passive, en tout cas consommer moins d'eau possible et puis tout ce qui va autour également. Donc une fois que tu auras fait ton choix sur l'hébergement, eh bien il va te falloir un nom de domaine. Souvent, les hébergeurs proposent dans leurs offres un nom de domaine inclus. Alors si tu n'es pas trop habitué au DNS, si tu n'es pas doué en informatique comme on dit, eh bien je te conseille de choisir un hébergement qui propose le nom de domaine, comme ça tu n'auras rien à manipuler, ça sera automatiquement ton nom de domaine et ton site WordPress seront reliés. Sinon tu peux choisir un gestionnaire de nom de domaine, c'est
au niveau professionnel, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Comme ça, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu pourras même gérer tes mails en dehors de ton serveur. Si ton serveur crash, tes mails continuent de fonctionner. Et pour cela, il y a plein de sites qui proposent d'enregistrer un nom de domaine. Je vais citer comme ça Gandhi, par exemple, qui te propose des noms de domaine avec toutes les extensions possibles. Il suffira ensuite dans les DNS de rediriger vers ton serveur. Passons à l'installation de WordPress. La plupart des hébergeurs, voire quasiment tous les hébergeurs, te proposent maintenant l'installation d'un site WordPress en un seul clic. Tu vas créer un nouveau WordPress, il va falloir donner le nom de ce WordPress, des identifiants et ça sera suffisant. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, l'hébergeur va chercher la dernière version de WordPress stable, va installer les fichiers sur ton serveur et créer une base de données avec un utilisateur. Tout ça, c'est transparent pour toi, mais sache qu'il y a d'un côté les fichiers du WordPress avec tous les fichiers qui lui permettent de fonctionner, un dossier avec les thèmes et les extensions, et puis un fichier très important, le wp-config.php, dans lequel vont être écrits les accès à la base de données et beaucoup de paramètres qui permettent de faire fonctionner WordPress. Donc si tu crées ton site WordPress en local, eh bien sois curieux, va jeter un coup d'œil dans le dossier et tu vas trouver donc des dossiers comme wp-admin avec tous les fichiers qui permettent d'administrer le site, donc ça tu n'y touches pas. Le wp-content dans lequel tu vas retrouver les thèmes, les extensions et toutes les images que tu vas uploader sur ton site, et puis plein d'autres fichiers évidemment qui font tourner le site. Maintenant que ton site WordPress est installé, eh bien tu peux y accéder grâce à ton nom de domaine, grâce à l'URL qui t'a été donnée. Si tu n'as pas de nom de domaine, tu auras une URL sur ton hébergeur, on va dire temporaire, avec certainement le nom du serveur plus le nom de ton site. Et pour accéder à l'administration, tu ajoutes à la fin de ton URL /wp-admin et tu arrives sur ce qu'on appelle la mire d'identification. Tu indiques ici ton identifiant et le mot de passe que tu as donné à la création de ton site WordPress et tu arrives enfin sur ton panneau de configuration, ton tableau de bord. La première chose que tu peux faire sur ton site, c'est d'aller dans les réglages de lecture et empêcher les robots d'indexer ton site. Il n'est pas encore prêt, tes contenus sont temporaires, voire inexistants, donc tu n'as pas envie que les moteurs de recherche tels que Google commencent à indexer des contenus qui ne sont pas les tiens. Et il ne faudra surtout pas oublier de décocher cette case une fois que tu seras prêt, sinon ton site risque de ne jamais être indexé par les moteurs de recherche. Le thème, c'est ce qui va faire toute la différence sur ton site. En dehors du contenu, c'est ce qui va faire l'esthétique de ton site, les fonctionnalités de ton site bien souvent, et bref, ta personnalité. Donc il existe beaucoup de thèmes qui sont déjà présents sur le repository, on va dire la bibliothèque de thèmes de WordPress, qui sont pour la plupart gratuits. S'ils sont sur WordPress, c'est qu'ils sont gratuits, mais parfois ils ont une version payante un peu plus sophistiquée. Pour savoir choisir ton thème, il y a plusieurs critères. Tout d'abord, revenons un peu en arrière. Il y a quelques années, WordPress avait un simple éditeur pour les contenus, c'était un TinyMCE, où vous aviez juste un champ pour mettre du texte et des images, et puis intégrer quelques codes ou autres pour avoir un peu de personnalisation. Il y a des éditeurs qui ont créé des extensions pour pouvoir un peu enrichir le contenu de WordPress et qui ont construit des content builders, des constructeurs de contenu qui permettaient de mettre des colonnes, de mettre des formulaires, de mettre plein de choses à l'intérieur de son site WordPress. Et beaucoup de thèmes ont embarqué ces constructeurs parce que c'était vraiment plus joli que ce qu'il y avait de base, il faut se l'avouer. Aujourd'hui, WordPress est passé à son propre éditeur de contenu bien plus élaboré qui s'appelle Gutenberg et qui permet de travailler avec des blocs de paragraphes, des blocs d'images, de colonnes, etc. Tout est possible maintenant avec cet éditeur et donc on a des thèmes qui sont compatibles avec l'éditeur WordPress natif. Donc le premier choix, en dehors du prix, savoir si vous voulez payer ou non un thème, c'est de savoir avec quel éditeur il fonctionne. Donc moi je vous conseille fortement de choisir un thème qui soit compatible FSE ou Block Ready parce que vous allez rester sur du natif WordPress et que ça va être suivi dans le temps par les équipes, par la communauté de WordPress. Donc
choisissez un thème FSE. Il existe d'autres thèmes avec d'autres éditeurs, par exemple Divi, Avada, Bakery, Beaver Builder, etc. C'est très tentant parce que c'est très facile, c'est très joli très rapidement, mais attention, d'abord il va falloir certainement payer pour avoir ces extensions, pour avoir des mises à jour. On ne sait pas si ça continuera dans le temps, s'ils vont maintenir la concurrence avec l'éditeur natif qui est de plus en plus puissant. Donc si vous voulez un site qui tienne dans le temps, choisissez donc un site avec un thème compatible FSE. Le FSE, ça signifie Full Site Editing. Ça veut dire que depuis votre administration, vous pouvez changer l'entête, le contenu et le pied de page sans une ligne de code. Souvent, quand on achète des thèmes payants, dits premium, eh bien, vous aviez des options pour personnaliser le thème, bien sûr, mais c'était limité parmi ces options-là. Aujourd'hui, vous allez pouvoir faire exactement tout ce que vous voulez avec un thème FSE. Donc, vous pouvez aller sur un site internet, télécharger des sites qui correspondent à votre attente, mais attention aux performances, attention à la sécurité, attention à la pérennité. Vous pouvez choisir un thème gratuit. C'est pareil pour la pérennité, on ne sait pas s'ils sont gratuits, si l'auteur va continuer à le mettre à jour en même temps que WordPress, en même temps que les autres extensions. Et puis, choix final, vous avez les thèmes qui sont proposés par WordPress. Vous avez les 2020, 2025, le dernier, donc 2025, et ce sont bien sûr des thèmes qui sont compatibles FSE. Ce sont des thèmes qui sont quasiment 100% accessibles. Je parle d'accessibilité pour les personnes handicapées par exemple. Ce sont des thèmes qui sont performants. En tout cas, voilà, ils ont été optimisés pour WordPress. Vous n'êtes pas limité, attention, quand vous voyez ce thème, vous n'êtes pas limité à ce que la démonstration vous propose, puisque vous allez pouvoir changer en fait tout ce que vous voulez, les couleurs, les images, les typos, les graisses, etc. Donc vous pouvez tout personnaliser. Donc c'est une base de thèmes pour travailler sur votre site WordPress. Une des grosses différences aussi entre les thèmes, on va dire d'il y a quelques années, et les nouveaux thèmes, c'est que on embarquait beaucoup de fonctionnalités dans les thèmes. C'est-à-dire que quand on voulait qu'un site fasse un filtre, fasse une galerie, etc., tout était dans le thème. Aujourd'hui, on est plus sur le thème, c'est pour l'esthétique, et toutes les fonctionnalités vont être dans le site web lui-même, dans les blocs Gutenberg que l'on va utiliser, dans les compositions et non pas dans le thème. Ce qui permet de changer de thème facilement sans perdre le contenu et sans perdre les fonctionnalités du site. Et ça, c'est très important. Je trouve qu'on retourne à l'origine de ce que devrait être un thème, c'est-à-dire simplement l'esthétique du site et que le reste, le contenu et les fonctionnalités ne bougent pas. Elles seront simplement présentées de façon différente. Pour ma démonstration, je vais partir avec le thème qui est fourni avec WordPress de base et le dernier en date c'est 2025 et je vais pouvoir à partir de cette base créer mon propre style. Votre thème est choisi, vous avez laissé celui par défaut comme moi et maintenant je vais vous faire le tour de l'administration du site WordPress pour vous expliquer à quoi correspond chaque menu. C'est parti! Voilà, donc je viens de m'authentifier sur mon site web et j'arrive sur ce qu'on appelle le dashboard, le panneau de configuration, et puis je me rends compte que tout est en anglais. Donc si c'est votre cas, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller dans User, Profil, et puis vous allez pouvoir dans Language choisir le français. Et mettre à jour votre profil. Et vous allez avoir, voilà, je retourne dans le tableau de bord, votre site est en français. Ça ne veut pas dire que vous traduisez votre site, vous traduisez l'administration du site WordPress. Donc vous pouvez très bien travailler sur un site qui serait en anglais et avoir l'administration en français. Ça signifie aussi que quand on a plusieurs utilisateurs, chacun peut travailler dans sa langue dans l'administration. Alors on va faire le tour. On a d'abord cette première barre ici d'administration. Ici on n'a pas grand chose à faire. Là c'est le lien vers votre site. Donc si vous cliquez et j'ouvre dans un nouvel onglet, on arrive sur le site et évidemment pour le moment il est vierge. Il y a juste un article d'exemple. Je vais retourner sur l'administration. Alors ce qui est intéressant avec cette barre d'administration, c'est quand on est sur le site,
voilà, et bien à partir du moment où on est sur une page, un article ou autre, et bien on peut avoir un bouton pour modifier l'article ou modifier le site. Donc pas besoin d'aller retrouver dans la liste des articles votre article, vous pouvez très bien naviguer sur votre site et quand vous voyez un article à modifier, vous cliquez directement sur Edit Post ou modifier l'article si vous êtes en français. Le bouton modifier le site va vous envoyer vers l'éditeur du site puisqu'ici nous sommes dans Full Site Editing avec le thème 2025. En fonction du thème que vous aurez choisi, vous n'aurez peut-être pas cette option. Vous avez ensuite le nombre de commentaires et le lien direct pour aller aux commentaires si vous laissez les commentaires sur votre blog. Et puis un raccourci pour créer plusieurs types de contenus qui sont par défaut les articles, des fichiers médias, des pages ou ajouter un compte à votre site. Ensuite, vous avez les mises à jour. Donc les mises à jour apparaîtront ici également dans la barre d'administration quand il y aura des mises à jour à faire. Donc on en reparlera en fin de vidéo. Attention aux mises à jour, c'est très important. Ici, si je clique sur mise à jour, eh bien, je n'ai pas de mise à jour. Tout est bon. Je suis bien dans la dernière version de WordPress. Et puis, mes extensions, j'en ai pas. Les thèmes par défaut sont à jour. Et les traductions, je peux les mettre à jour puisque j'ai installé le français. Je vais mettre à jour les traductions et voilà, c'est fait. Donc tout est bien en français. Ensuite, on va avoir les publications. Alors les publications, il y en a de deux types quand on installe WordPress. Il y a les articles et les pages. La différence entre les articles et les pages, elle est assez minime, mais il y en a quand même une importante. Les articles peuvent avoir une taxonomie. Alors la taxonomie, ce sont les catégories, vous les connaissez, les étiquettes, voilà, qui sont là par défaut. Donc, quand je suis sur article, on voit catégorie et étiquette. Donc pour un blog d'actualité, vous allez mettre les actualités, technologie, musique, médias, etc. Vous allez créer des catégories et vous allez ranger les articles dans les catégories. En ce qui concerne les pages, elles n'ont pas de taxonomie. Par contre, les pages peuvent être hiérarchiques. On peut créer une page enfant ou une page parent. Ça va être intéressant pour créer votre hiérarchie, votre arborescence de site du côté de l'administration. Côté site, votre arborescence va être créée par le menu, ça sera différent, mais pour vous y retrouver dans votre administration, les pages parents, ça peut être intéressant. Et également, votre thème peut aller chercher les pages enfants d'une page sur laquelle on est en train de naviguer. Donc c'est une fonctionnalité qui peut vous intéresser. Voilà la différence principale entre les deux. Et si jamais vous êtes amené à créer de nouveaux types de publications, ce qu'on appelle des custom post type, des contenus type personnalisés, eh bien ça vous le faites soit parce que vous connaissez le code, soit parce que vous installez une extension qui vous permettra de créer de nouveaux types de contenus. Par exemple, vous voulez faire un site avec des recettes et vous voulez pas les ranger ni dans les articles ni dans les pages, mais vous voulez créer un nouveau contenu recette, eh bien il faudra choisir si recette se comporte comme un article avec des catégories par exemple ou comme une page. Quand on clique sur article, on va avoir la liste de nos articles et puis avec des colonnes qui vous donnent des indications. Vous avez tout d'abord le titre de votre article. En cliquant dessus, on va rentrer dans l'éditeur de l'article. Vous avez l'auteur, la catégorie ou les catégories dans lesquelles cet article est rangé, les différentes étiquettes que vous avez ajoutées à votre article, le nombre de commentaires et la date de publication. Il se peut, avec l'installation de certaines extensions, qu'il y ait des colonnes qui se rajoutent ici. Par exemple, je pense à une extension de traduction comme Polylangue, et vous aurez ici les différentes langues et les différentes versions de votre article. Vous pouvez mettre Yoast SEO pour le référencement, SEO Press ou autre, et vous aurez des colonnes pour vous dire comment votre article peut être référencé, s'il y a des liens internes, externes, etc. Donc vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de vos articles un peu différente en fonction des extensions que vous allez installer. Pour jouer un peu sur ces colonnes, eh bien il y a les options d'écran qui sont en haut, qui sont un peu cachées, mais qui sont intéressantes. Vous cliquez dessus et vous pouvez décider d'afficher ou masquer certaines des colonnes. Par exemple, si la colonne commentaire ne vous intéresse pas, vous pouvez retirer la colonne commentaire. Parfois on a beaucoup de colonnes et il est intéressant de pouvoir en retirer quelques-unes pour avoir une visibilité, une meilleure visibilité de l'ensemble de nos articles.
Vous pouvez également choisir le nombre d'éléments qui seront affichés sur la page. Donc là, j'en ai qu'un, mais si vous avez par exemple déjà 50 articles, ils vont être paginés, 20 articles par page. Mais si vous voulez faire une action groupée sur vos 50 articles, eh bien, vous allez devoir afficher ici 50 articles et comme ça, vous pourrez faire une action groupée sur vos 50 articles d'un coup. Ensuite, pour des questions de performance sur l'administration, je vous conseille de revenir à 20, ce sera plus rapide à l'affichage. Et le mode d'affichage, vue compacte, vue étendue, eh bien sur une vue étendue, vous aurez plus d'informations en fonction de ce que vous avez à l'intérieur de vos colonnes. Je vous en parlais juste à l'instant, les actions groupées vont vous permettre de sélectionner plusieurs articles et puis de les modifier. Alors attention, on va pas modifier le contenu, mais on va modifier les catégories, par exemple le statut, si c'est publié, pas publié, changer l'auteur sur plusieurs articles en même temps. Eh bien, vous sélectionnez vos articles, vous faites modifier et puis en appliquant tout ce que vous allez faire ici sera appliqué à tous les articles que vous avez cochés. Vous pouvez déplacer dans la corbeille plusieurs articles d'un coup également. Vous faites appliquer et ils partent dans la corbeille. À ce propos, la corbeille, c'est comme sur Windows. Vous mettez quelque chose dans la corbeille, un article, une page dans la corbeille. Et bien, vous pouvez aller ensuite dans la corbeille pour restaurer cet article ou vider définitivement la corbeille pour faire de la place sur votre disque dur. Vous aurez ici plusieurs liens. Vous avez tous les articles publiés. Vous aurez également les miens. Quand il y a plusieurs utilisateurs sur un site web, eh bien, vous verrez les articles dont vous êtes l'auteur sur un lien particulier. Vous pouvez voir les articles qui sont en brouillon et les articles qui sont dans la corbeille. Donc, en fonction de ce que vous avez, ici, plusieurs liens peuvent apparaître. Vous pouvez faire une recherche quand vous avez beaucoup d'articles. Vous saisissez un mot-clé, vous faites une recherche dans les articles et vous aurez la liste des articles qui correspondent. Et enfin, vous pouvez ici filtrer par catégorie, ce qui est pratique quand on a beaucoup de contenu. Ensuite, quand on passe sur un article, eh bien, on a l'option modifier, c'est la même chose que de cliquer sur le titre. On a la modification rapide comme l'on a aperçu à l'instant. La modification rapide vous permet de modifier certains paramètres de votre article sans ouvrir l'éditeur, par exemple le titre ou le slug. Le slug, c'est le petit morceau d'URL qui va diriger vers votre article, la date de publication, s'il y a un mot de passe, si c'est privé, les catégories, les étiquettes, l'autorisation des commentaires, des pings et l'état, si vous voulez le repasser en brouillon ou le publier. Vous pouvez faire ça dans les modifications rapides. Comme son nom l'indique, c'est plus rapide que d'ouvrir l'éditeur complet. Vous pouvez le mettre à la corbeille et enfin vous pouvez le voir, c'est-à-dire l'afficher et voir l'article comme il apparaît sur le site en public. On continue notre petit tour d'horizon. Vous avez ensuite, donc, je vais passer directement aux pages, puisque les pages, c'est la même chose que les articles, seulement vous n'avez pas la colonne catégorie et étiquette. Et vous aurez, si vous avez une page enfant ou parent, ce sera indiqué par un petit tiret. Quand vous avez une page d'accueil, c'est indiqué comme ici, là, par exemple, la page de politique de confidentialité. Eh bien, vous aurez la page d'accueil qui sera indiquée que c'est votre page d'accueil du blog. On verra ça, c'est dans les réglages d'apparence, comment choisir sa page d'accueil. Et puis après, les options sont les mêmes sur les pages. Les médias, c'est votre bibliothèque de médias. Donc elle est vide au départ, mais à chaque fois que vous allez ajouter une image, une photo sur un article, une page, elle viendra s'afficher ici dans la bibliothèque de médias. Donc l'intérêt de la bibliothèque de médias est assez réduit, puisqu'en fait vous allez charger vos éléments directement dans vos pages et vos articles, mais ici vous avez d'un coup d'œil l'ensemble des images de votre site. Vous pourrez aller cliquer sur une image et la modifier. Attention, on n'est pas sur un logiciel de retouche d'image ou de photo, c'est assez réduit, mais vous pouvez recadrer une image, changer sa résolution assez simplement, c'est vraiment pour du dépannage. Si vous êtes en mode blog, vous aurez accès aux commentaires et vous pourrez ici les approuver, les désapprouver, y répondre. En fait, gérer tous vos commentaires ici, c'est assez simple et on a toujours cette vue de colonne comme dans les articles ou les pages où on peut filtrer, on peut trier ces commentaires. Alors ensuite, le menu apparence. Le menu apparence peut donc bouger en fonction du thème que vous avez choisi. Ici, je suis dans un thème FSE, donc je n'ai que deux entrées dans ce menu. J'ai les thèmes
et puis l'éditeur, puisqu'aujourd'hui en full site editing, c'est l'éditeur dans lequel vous allez tout faire. Si vous êtes sur un autre type de thème, vous allez pouvoir avoir d'autres entrées ici, comme par exemple l'entrée menu pour gérer vos menus, alors que maintenant ça se passe dans l'éditeur. Vous aurez des options pour personnaliser votre thème, vous aurez des options sur des fonctionnalités du thème que l'on n'a plus ici. Ici, c'est simplement thème et éditeur. Donc, dans thème, vous pouvez choisir un des thèmes qui a été installé par défaut avec WordPress. Le dernier en date, le 2025, il est activé. Si je veux activer un autre thème, je passe la souris dessus, je fais activer tout simplement. Pour ajouter un thème, vous cliquez sur ajouter un thème et comme pour les extensions, vous allez soit choisir dans la bibliothèque de WordPress en faisant une recherche. Donc, on va filtrer les fonctionnalités. Vous voulez un thème particulier, des fonctionnalités particulières ou une mise en page particulière. Vous cochez ces options et ça va vous filtrer parmi les thèmes gratuits disponibles sur le repository de WordPress. Ensuite, on entre dans l'éditeur. Et là, c'est quasiment un autre univers. Je vais faire le tour rapide de cet éditeur, mais je vous rappelle que j'ai une formation en ligne dans laquelle j'explique tout étape par étape, comment personnaliser et comment travailler sur votre site WordPress depuis l'éditeur de Full Site Editing de WordPress. Donc rapidement, ici, on va pouvoir gérer les navigations, tous les styles de votre site. Voilà, les styles, eh bien, il y en a par défaut déjà sur le thème. Vous pouvez choisir de démarrer sur un thème sombre, rouge, violet, comme vous voulez, et puis ensuite avec des palettes de couleurs différentes, et enfin vous allez pouvoir styler tout le reste, par exemple votre typographie. Quel type de typographie? Vous allez pouvoir ajouter des polices de caractères directement depuis l'administration, dans les Google Fonts par exemple, depuis votre ordinateur. Vous allez pouvoir choisir vos couleurs, vos palettes de couleurs, vos dégradés, vos filtres du automne, choisir un arrière-plan, créer des ombres, votre mise en page, les espacements. Donc vous pouvez vraiment tout faire depuis les styles de l'éditeur. Ensuite, vous avez un accès à vos pages pour les modifier directement depuis l'éditeur. Nous avons ensuite les modèles. Alors les modèles, c'est comme dans les anciens thèmes de WordPress, c'est-à-dire qu'il y a une page PHP à la base qui correspond à chaque type de publication. Vous avez un modèle pour les pages qui se trouve ici. Vous avez un modèle pour les publications seules, donc les articles, une page pour les archives, pour la page 404, etc. La page index, le modèle index sera utilisé par défaut si jamais WordPress ne trouve pas de modèle correspondant à votre type de publication. Vous pouvez ajouter vos propres modèles et modifier les modèles existants. Un modèle, c'est essentiellement à l'intérieur, on va regarder sur une page, un modèle c'est essentiellement une en-tête. Après, une mise en forme pour mettre le contenu. Alors ici, on a charger le titre de la publication, le titre de la page, l'image à la une de la page, ensuite il y aura le contenu, c'est ce que vous allez mettre avec Gutenberg dans votre page, et puis le pied de page. Ça signifie que toutes les pages que vous allez créer et qui utiliseront ce modèle seront sous le même format, c'est-à-dire le même en tête, et dans un groupe, l'image mise en avant, le titre de la publication et ensuite votre contenu. Donc le contenu, après, ça peut être tout et n'importe quoi, des bannières, des colonnes, du texte, des images, voilà, vous faites ce que vous voulez dans vos pages. Mais voilà à quoi servent les modèles. Donc si dans mon modèle, je ne veux pas l'image à la une à cet endroit, ou si je ne la veux pas du tout, je peux supprimer ce bloc. Voilà, le titre de publication, je peux changer éventuellement de couleur ou de marge ou de typo ou des choses comme ça. Je vais changer et ça va changer sur toutes mes pages. Si vous voulez créer un nouveau modèle, vous allez pouvoir créer un modèle soit pour une page qui est déjà existante, ce sera un modèle unique pour cette page, ou bien vous pouvez créer un modèle personnalisé qui pourrait être utilisé pour différents types de pages. Nous passons ensuite aux compositions, avec deux parties dans les compositions. D'abord les éléments de modèle, donc c'est lié au modèle, on vient de le voir dans les modèles, on avait vu l'en-tête et le pied de page. Et bien des modèles d'en-tête, par exemple dans ce thème là, il y en a 3 et vous pouvez choisir dans votre modèle quel type d'élément vous voulez pour l'en-tête. Et de la même manière pour le pied de page, et vous pourriez créer, par exemple ici il y a une colonne latérale, vous pouvez créer un élément de modèle qui reviendra en récurrence dans vos modèles à l'endroit souhaité.
Et puis ensuite, on a toutes les compositions. Donc les compositions, pareil, je vous invite à aller voir mes vidéos sur les compositions. Vous avez des compositions simples et des compositions synchronisées. Les compositions simples, ce sont des modèles, vous voyez, de mise en forme de blocs que vous allez pouvoir importer dans vos contenus et puis changer ensuite tout ce que vous voulez. Si vous voulez changer le titre, l'image et la couleur par exemple de ce bloc, aucun problème, vous pouvez le faire. Et quand une composition est synchronisée, et bien là, dans ce cas, si vous la modifiez, elle se modifiera partout sur le site, là où vous l'avez déposée. Je prends souvent l'exemple de l'appel à la newsletter. Vous avez un bloc, inscrivez-vous à la newsletter. On va créer une composition synchronisée. Vous la déposez à plusieurs endroits sur votre site. Et si vous voulez changer une image, un fond, un texte, vous le changez. Ça se change partout sur le site. Voilà ce qu'est une composition synchronisée. Ici, vous avez toutes les compositions proposées par le thème 2025. Il y en a 70 et elles sont rangées par catégorie. Vous pouvez bien sûr créer vos propres compositions depuis une publication, depuis une page ou un article. Vous pouvez créer une composition directement ici. Je vous conseille d'aller dans votre page, de créer votre composition et ensuite l'enregistrer en tant que composition pour pouvoir après la réutiliser ailleurs. Comme ça, vous créez votre composition dans le contexte de sa page. Voilà, on a fait le tour de l'éditeur, des principaux menus de l'éditeur. Quand vous faites un changement, à chaque fois on vous dit quels sont les modèles, les compositions ou les pages qui sont impactées. Et puis, vous allez donc voir exactement ici tout ce qui a été changé. Vous allez enregistrer et vous avez des révisions. Ça veut dire que vous pouvez revenir en arrière. Chaque modification est enregistrée et vous pouvez ainsi revenir dans l'historique de vos modifications et revenir à un état précédent. On va sortir de l'éditeur. Pour terminer le tour du menu, nous avons donc le menu extension, dans lequel vous allez trouver toutes les extensions que vous avez installées. Alors vous avez deux choix pour ajouter une extension. Vous cliquez sur le bouton ajouter et vous recherchez l'extension voulue. Alors si vous ne la connaissez pas, vous pouvez essayer de mettre des mots-clés. Par exemple, si vous voulez faire du formulaire, je vais marquer forme en anglais. Et voilà, on me propose plusieurs extensions de formulaire. Alors pour le choix des extensions, vous allez voir d'abord si l'extension elle est populaire. Vous voyez le nombre d'installations. Vous voyez le nombre de notes, le score donné par les utilisateurs, ainsi que le nombre d'utilisateurs qui ont voté. Par exemple pour VP Forms, on a quand même 14 000 personnes qui ont voté et on a un score de 5 étoiles. Ce qui est important également, ce sont les dernières mises à jour. Vous voyez qu'ici, à l'heure où j'enregistre, eh bien, il y a eu une mise à jour il y a 4 heures. Ça signifie qu'il y a une équipe derrière qui met à jour, qui peut ajouter des fonctionnalités, mais surtout va corriger des bugs et corriger des failles de sécurité si ils en trouvent. Donc c'est important d'avoir une extension qui est bien suivie, qui a éventuellement une communauté. Vous pouvez aller regarder également dans plus de détails s'il y a la fac, etc. Mais c'est surtout, vous allez aller chercher le support, les avis et le support pour voir si il y a une équipe qui répond régulièrement ou pas. Ça vous permettra de ne pas rester bloqué. L'autre façon d'ajouter une extension, c'est de l'avoir téléchargée, parce que c'est le cas pour les extensions payantes. La plupart du temps, vous allez les télécharger sur le site du commerçant, et puis ensuite, vous allez tout simplement téléverser l'extension, aller choisir votre fichier .zip et l'installer. En fonction de l'extension que vous allez installer, eh bien, cette extension va ajouter des menus, parfois directement dans le menu principal, parfois dans les réglages, parfois dans les outils, en fonction du type d'extension. Ça dépend du développeur qui l'a créé, mais vous allez retrouver son menu quelque part avec souvent des paramètres. Parfois c'est directement un bloc ou une extension qui va venir dans l'éditeur des articles. Voilà, soyez curieux, regardez partout, et surtout si vous êtes informé sur cette extension, vous devriez avoir une documentation et un support qui vous explique comment l'utiliser. On passe ensuite au menu compte. Ici vous allez lister tous les utilisateurs de votre site. Eh bien, vous pouvez ajouter des comptes, et ce qui est important dans les comptes, c'est le rôle que vous allez lui donner. Alors, par défaut, on a 5 niveaux de rôle, et on a l'abonné qui est un rôle ultra simple puisque la personne sera enregistrée sur votre site et aura un rôle d'abonné, mais n'aura aucun
accès à votre site, à l'administration. Si vous laissez l'accès à l'administration même aux abonnés, ils verront leur profil, c'est tout ce qu'ils pourront voir. En gros, ils verront un peu cette page-là avec des options de profil, mais qui ne changeront pas grand-chose. Vous avez ensuite le contributeur-contributrice. Cette personne pourra proposer des articles, proposer des pages, ne pourra pas les publier et ne pourra surtout pas toucher au reste des contenus du site. L'auteur et l'autrice va pouvoir proposer des articles et des pages, les créer, les éditer, les mettre en ligne, les supprimer, les remettre en brouillon, mais uniquement ces contenus, c'est-à-dire les pages ou les articles où il sera auteur ou autrice. Enfin, l'éditeur, l'éditrice, c'est lui aura tous les rôles pour la publication. Il pourra aller publier, supprimer, modifier n'importe quel type de publication, qu'il soit l'auteur ou non. Et enfin, l'administrateur a tous ces rôles-là, plus les rôles de réglage, de thème et d'extension. Voilà, donc si vous voulez que quelqu'un participe à votre site et puisse écrire tout ce qu'il veut, mettez-le en éditeur ou éditrice. Il ne pourra pas ajouter d'extension, il ne pourra pas changer votre thème ou changer des réglages importants de votre site. Le menu profil dont je vous parlais, voilà votre profil, et bien vous pouvez changer la couleur de l'interface de WordPress. Vous pouvez ou non, je ne vais pas faire toutes les options, mais vous pouvez ou non afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site. Alors moi, je la laisse activée pour cet avantage dont je vous parlais en début de vidéo, de pouvoir aller cliquer sur le bouton modifier l'article ou modifier la page directement depuis le front page de votre site. Ensuite, la langue, voilà, on l'a changé dès le départ. Vous ne pouvez pas changer votre identifiant. Vous pouvez par contre changer votre mail, votre pseudonyme et le nom à l'affichage. C'est-à-dire que si vous mettez ici votre prénom et votre nom, vous pourrez afficher publiquement soit votre nom, soit votre prénom, soit votre nom et prénom, etc. Et ça, c'est important si vous signez vos articles, par exemple, pour l'affichage du nom des auteurs. Ensuite, vous pouvez avoir une biographie à renseigner, un avatar, si vous êtes déjà sur Gravatar, ça sera automatique pour, encore une fois, afficher l'auteur d'un article avec sa bio et son image. Sur le profil d'un utilisateur qui n'est pas vous, vous pourrez redéfinir le mot de passe. Vous pouvez soit lui envoyer un lien pour que lui-même choisisse un nouveau mot de passe, soit vous choisissez un mot de passe pour lui et vous lui envoyez, mais en aucun cas vous ne pouvez voir le mot de passe de la personne. Donc vous pouvez simplement, si quelqu'un vous dit j'ai oublié le mot de passe sur mon site, vous pouvez le réinitialiser, lui envoyer le lien de réinitialisation, mais vous ne pouvez pas voir son mot de passe. Et vous mettez à jour le profil. Alors dans le menu outils, on va pas tout utiliser, vous avez l'importation et l'exportation. Ce qui va être important, ça va être importer par exemple des données. Si vous avez déjà un autre WordPress, vous allez pouvoir importer des données au format XML, des posts, des médias, des pages, des contenus que vous allez pouvoir filtrer par auteur ou par date et réimporter. Ça va réimporter tous les contenus, ça va réimporter les auteurs si vous l'autorisez et les médias également, ce qui est très important. Il faut installer rapidement le petit programme qui permet d'importer du WordPress parce qu'il ne l'est pas par défaut, mais ça va très très vite. De la même manière, vous pouvez du coup exporter vos contenus pour les importer dans un autre WordPress, article, page, média, comme je vous le disais, avec soit un filtre par catégorie ou par auteur. Ensuite, vous avez ce menu santé du site qui est intéressant, ça va vous donner l'état de votre site, s'il y a des problèmes c'est ici que ça va s'afficher, et puis des informations qui peuvent être utiles, surtout si vous n'êtes pas forcément très doué avec l'informatique, avec WordPress ou autre, et qu'on vous demande des informations sur votre site WordPress, eh bien vous pouvez venir ici et vous aurez toutes les informations. Vous avez la version du WordPress, la langue installée, l'URL, vous avez des informations sur le serveur par exemple, c'est important de savoir sur quel type de serveur vous êtes, le traitement des médias, les thèmes qui sont actifs ou inactifs, etc. Vous avez ici toutes les informations qu'un bon développeur ou qu'un bon webmaster WordPress trouvera utile pour vous aider à éventuellement débugger votre site s'il y a un problème. On a un autre lien exporter les données qui n'a rien à voir avec exporter les contenus du site. Exporter les données, on parle ici de RGPD. C'est pour exporter les données d'une personne qui aurait laissé des informations sur votre site. Alors c'est le cas si elle s'est enregistrée, c'est le cas si vous avez des formulaires. Donc dans ce cas-là, il faudra lier les formulaires à cette méthode. Par exemple, dans Gravity Form, il est possible de cocher des cases pour que les champs qui sont renseignés dans le formulaire puissent être exportés ici à cet endroit.
Donc si vous avez une personne qui vous demande de connaître les informations que vous détenez sur elle, sur votre site, vous mettez son adresse email et puis ça va lui demander de confirmer cette demande et vous pourrez ainsi obtenir un tableau HTML de toutes les données qui sont sur le site et de la même manière vous pourrez également effacer ces données. Les deux derniers liens devraient disparaître. Pourquoi? On en parlera dans la partie sécurité de votre site WordPress, mais éditer des fichiers du thème ou éditer les fichiers d'extension, c'est un risque de faille, c'est un risque de faire planter votre site. Voyez, on a un gros message d'attention. Et bien ici, je peux en fait directement modifier les fichiers du thème. Donc si je fais n'importe quoi, je vais casser mon thème, casser mon site, c'est dangereux. Et puis s'il y a une mise à jour du thème, ça ne sert à rien puisque le thème va écraser ce que j'aurais fait. Donc ces deux liens ici, normalement, disparaissent à l'installation d'une extension de sécurité de base. On va passer au réglage du site. Ici, vous retrouvez le nom de votre site, donc pas de panique. Si vous n'avez pas mis le bon nom à l'installation, vous pouvez le changer maintenant. Le slogan est un champ qui est un peu obsolète, mais on peut quand même l'utiliser. Il existe un bloc slogan que vous pouvez afficher n'importe où dans vos modèles, dans vos pages. Et puis l'icône du site, vous allez le sélectionner. À partir du moment où vous aurez utilisé le bloc logo du site, eh bien ça va créer également l'icône du site, mais vous pouvez ici choisir une icône bien spécifique. Vous avez enfin les URL de vos sites que vous ne devriez pas toucher. L'adresse email d'administration, c'est la vôtre par défaut quand vous avez installé WordPress et c'est cette adresse qui sera utilisée s'il y a un problème de sécurité et pour la plupart des extensions qui doivent communiquer avec vous, elles utilisent l'adresse email d'administration. Donc si vous êtes plusieurs à travailler ou si vous travaillez pour quelqu'un ou lui faites son site, à un moment donné, il sera intéressant de mettre son adresse mail ici pour que ce soit lui qui reçoive les messages concernant le site si vous n'avez pas la maintenance du site. Vous laissez ou non la possibilité aux gens de s'inscrire, mais il faut pour cela qu'ils aillent sur votre URL de connexion et à ce moment-là, ils auront un bouton s'enregistrer. Ici, par défaut, c'est décoché, donc les personnes ne peuvent pas s'enregistrer sur votre site. Et si c'est le cas, vous allez choisir le rôle par défaut de la personne qui s'inscrit. Si vous mettez tout le monde peut s'inscrire et en administrateur, vous ouvrez toutes les portes de votre maison et les gens pourront faire ce qu'ils veulent. C'est très dangereux évidemment à ne pas faire et absolument pas. Donc ça, on le laisse décocher. La langue du site, voilà, je vais le passer en français, même si j'avais passé mon profil en français, je vais dire que le site en général est en français. Ensuite, vous choisissez vos fuseaux horaires, la façon dont les dates et les heures vont s'afficher, important quand vous avez un blog avec des articles, et vous enregistrez ces modifications. Dans les réglages d'écriture, vous pouvez sélectionner la catégorie par défaut de vos articles. Par défaut, ici, comme je l'avais installé en anglais, c'est Uncategorized, c'est-à-dire non classé en français. Et si vous avez une catégorie blog et que par défaut, tous les articles que vous écrivez vont être dans la catégorie blog, vous pouvez le définir ici. Le format est très peu utilisé, voire même plus utilisé par les derniers thèmes, donc on va laisser par défaut. Et ensuite, la publication par email, c'est quelque chose qu'on va aussi désactiver pour des raisons de sécurité. Vous n'allez pas publier d'articles via email, ce serait très compliqué, on ne peut pas utiliser les blocs correctement, donc on laisse tomber. Ici, les options de lecture sont très importantes. Vous avez vu que quand j'ai affiché mon site, par défaut, il affichait Hello, bonjour, c'est un article par défaut. Par défaut, si vous utilisez votre nom de domaine, il va afficher tous vos derniers articles. Si vous voulez une page d'accueil, il faudra sélectionner une page statique et sélectionner la page d'accueil que vous aurez créée. Ici, je n'ai pas encore créé de page d'accueil, je vais mettre page sample, ce sera ma page accueil, page statique pour l'accueil. Et puis si j'ai une page de blog, je vais indiquer quelle est ma page sur laquelle je veux afficher mes articles. Enfin, pour tout ce qui est pagination, extrait, justement, vous allez mettre combien d'articles vous voulez par défaut. Et pour le flux de syndication, ça c'est un flux RSS. Si jamais vous diffusez votre flux RSS, voilà, je vous invite à aller regarder ce que c'est si vous ne savez pas. Je ne vais pas vous faire un cours sur le flux RSS, mais vous pouvez dire qu'effectivement, vous pouvez afficher les 10 derniers articles si vous êtes un gros blogueur. Et enfin, ce bouton, voilà, très important, à cocher dès le départ pour pas que Google ou autre moteur de recherche indexe votre site tant qu'il n'est pas prêt. Moi, j'ai du contenu par défaut.
je n'ai pas envie que Google m'indexe, donc je coche cette case pour interdire au robot de venir indexer mon contenu tant que je ne suis pas prêt. Mais surtout, ne pas oublier de décocher cette case à la fin quand vous êtes prêt et que vous êtes en production pour que les moteurs de recherche se régalent à lire vos contenus. Ici, vous gérez les commentaires, je vais passer très rapidement, tout est bien explicite. Les médias, vous allez pouvoir choisir quel type de taille vont faire les médias quand vous les chargez. Ça veut dire que si vous prenez une photo avec votre appareil photo, que vous allez la charger dans un article ou dans une page, WordPress va récupérer votre photo à sa taille originale et en fonction de sa taille, si elle est très grande, admettons qu'elle fasse 3000 par 3000 en pixels, ici ce sont des pixels, eh bien il va générer une autre image de grande taille qui fera cette taille-là, une image de taille moyenne qui fera 300 par 300 et une taille de miniature qui fera 150 par 150. Celle-ci sera recadrée si on laisse cocher la case. Ça fera une sorte de petite icône recadrée de votre image, donc elle ne sera pas complète. Eh bien, vous pouvez changer ces valeurs. Si vous voulez que vos images moyennes fassent 600 par 600, vous pouvez changer ici les valeurs et faire 600 par 600. Et enfin, peut-être un point négatif de WordPress en ce qui me concerne, vous pouvez, quand vous allez charger des images sur votre site, elles vont se ranger dans des dossiers. Alors les dossiers, vous ne les voyez pas quand vous êtes dans la galerie média, mais physiquement, dans le dossier Upload, qui est le dossier qui va recevoir toutes les images, il va créer un dossier avec l'année, à l'intérieur un dossier avec le mois, et ensuite à l'intérieur votre image. Donc ce n'est pas forcément très évident ensuite quand vous voulez récupérer des images et un dossier, il y a plein de sous-dossiers, donc vous pouvez tout simplement décocher pour que toutes les images soient dans le même dossier. Et voilà ce qui manque peut-être à WordPress, mais des extensions permettent de le faire, c'est de ranger ces images par catégorie, leur mettre des vignettes, leur mettre des tags pour les retrouver plus facilement. Encore un réglage bien important, les permaliens. Ici les permaliens, c'est la façon dont vont s'afficher vos articles ou vos pages dans la barre d'URL, donc la barre d'adresse de votre navigateur, comment les gens vont les retrouver, comment les liens vont fonctionner. Donc par défaut, vous avez le nom de votre site, voilà, c'est monsite.fr par exemple, / et le nom de votre article, ou le nom de votre page. S'il y a des catégories, il y aura également catégorie, le nom de la catégorie et le nom de votre poste. Donc ça, vous avez, voilà, par exemple, vous pouvez faire archive avec des numéros, le mois et le titre, la date et le titre. Simple, c'est simplement du numérique. Je vous le déconseille fortement, vous ne serez pas référencé correctement sur ce type d'URL. Donc par défaut, on a le titre de publication et puis vous pouvez faire une structure personnalisée si vous voulez ajouter une sorte de sous-dossier fictif ou virtuel ou une autre information. Laissez titre de publication par défaut. Parfois, certaines extensions peuvent faire sauter les permaliens et on vous dit qu'il faut rafraîchir les permaliens. Tout simplement, vous revenez dans les réglages, dans permaliens, vous recliquez sur le permalien que vous aviez choisi, donc soit une structure personnalisée, soit le titre de publication, et vous enregistrez les modifications de nouveau, même si vous n'avez rien changé. Et enfin, pour les réglages de confidentialité, il va falloir choisir quelle page correspond à votre page de politique de confidentialité et utiliser cette page. Vous pouvez créer une nouvelle page directement depuis ce menu. Je vais maintenant aborder 3 points essentiels quand vous avez créé un site WordPress ou quand vous êtes en création de site WordPress. Il s'agit de la maintenance, de la performance accessibilité que je mets ensemble et de la sécurité de votre site. Alors en ce qui concerne la maintenance, vous pouvez activer les mises à jour automatiques de vos extensions et elles se feront automatiquement. Pourquoi c'est important la maintenance? Il y a des mises à jour régulières, des mises à jour du cœur de WordPress, c'est-à-dire vraiment le moteur de WordPress qui est mis à jour régulièrement, et puis du coup il y a des mises à jour de toutes les extensions que vous allez installer et des thèmes que vous avez installés. Alors petite parenthèse sur les thèmes, essayez de ne garder que 2 thèmes, le thème actif que vous utilisez et un thème de secours au cas où le thème planterait, vous pourriez changer de thème. Mais les autres, effacez-les
même s'ils ne sont pas utilisés, ils peuvent avoir des failles de sécurité, donc on les supprime. Il en va de même pour les extensions, supprimez les extensions que vous n'utilisez pas et mettez à jour vos extensions. Alors soit vous allez régulièrement sur votre administration, vous allez cocher la case mise à jour et mettre à jour toutes les extensions, soit vous pouvez les activer donc en automatique pour que ça se fasse automatiquement. Concernant les performances, eh bien, je peux vous donner que ces conseils, c'est installer le moins possible d'extensions, utiliser des images qui sont plutôt légères, éviter de mettre de grosses vidéos pour rendre votre site plus rapide, plus performant et du coup gagner aussi en référencement. Attention à l'accessibilité, WordPress de base est très accessible, les blogs Gutenberg sont accessibles, peuvent être lus par des lecteurs d'écran, vous donne des indications sur le contraste par exemple des textes sur des fonds de couleurs, faites attention à cela, n'importe qui peut être handicapé temporairement, c'est-à-dire être en plein soleil sur un mobile, ne plus avoir de souris, on doit pouvoir naviguer avec le clavier, on doit pouvoir lire en toutes circonstances, donc pensez à vos utilisateurs pour que ce soit possible dans toutes les conditions. Et enfin, la sécurité. Je vous invite fortement à installer une extension de sécurité. Il en existe des gratuites et des payantes qui vont vous enlever tous les petits défauts que je vous ai montrés, changer par exemple l'adresse de l'administration, sinon tout le monde sait qu'en tapant wp-admin on arrive sur l'administration de votre site, encore faut-il des identifiants, mais il y a plein de petites choses cachées dans WordPress que les hackers connaissent, que les robots connaissent, peuvent aller voir les noms des profils ou autres, et bien ces extensions de sécurité vont retirer ces accès et fermer un nombre de portes, voire supprimer beaucoup de portes de WordPress pour éviter les attaques sur votre site. Ce ne sont généralement pas des attaques qui sont ciblées sur votre site, mais des robots qui vont aller chercher sur internet tous les sites qui comportent telle faille et scanner les sites tout simplement et aller injecter du code malhonnête sur votre site web. Ce serait dommage. Donc installez une extension de sécurité et évitez de partager vos mots de passe. Voilà, on a passé plus d'1 heure ensemble, je vous ai montré les rudiments pour créer un site WordPress. N'oubliez pas qu'il y a une énorme communauté, donc vous pouvez poser des questions en vous connectant par exemple au Slack francophone de WordPress. Je vous mets l'adresse dans la description ainsi que d'autres liens utiles. Vous pouvez aller sur YouTube, il existe des tonnes de tutoriels. Inscrivez-vous et abonnez-vous à cette chaîne parce que j'en donne très régulièrement des astuces pour utiliser Gutenberg, des astuces sur la performance, sur l'accessibilité, sur tous les sujets qui tournent autour de WordPress. Et puis j'ai une formation en vidéo avec plusieurs vidéos que vous pouvez regarder à votre rythme qui est tout à fait abordable où je rentre dans le détail de l'éditeur Gutenberg et comment créer des compositions, comment créer des pages avec de beaux effets. Encore merci, bienvenue dans la communauté WordPress et je vous dis à très bientôt dans mes vidéos.